Chers élèves et ingénieurs, membres de la LENSA, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parcours de l'avenir. C'est un tout aussi grand plaisir que de recevoir notre honorable ancien, comme j'aime à l'appeler, de la 22e promotion, qui est, comme vous pouvez le voir, en économie et sociologie rurale. Il est aujourd'hui dans un projet qui est logé au ministère sur l'autosuffisance en riz. Alors, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus, parce que je pense qu'il est plus apte, plus habilité à vous parler de ce qu'il est en train de faire, de son cursus scolaire et de son parcours professionnel. Monsieur Bakary Gueye, la parole est à vous. Merci Madina. Donc tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Je remercie aussi l'ensemble des élèves ingénieurs de l'ENSA, particulièrement la commission COPREX de l'invitation. Donc comme tu viens de le dire, je me nomme Boubacar Bakary Gueye, de la 22e promo, de 2003 à 2007. Donc je suis agroéconomiste et actuellement je sers dans un projet qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, mis en œuvre dans le cadre du PNAR. Donc c'est le projet de développement de la chaîne de valeur riz qui est financé par la Banque islamique de développement. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer un peu parce que pour comprendre le personnage, il faut un peu comprendre son histoire. Donc, nous allons pour ce faire parler un peu de votre cursus scolaire, mais brièvement, et surtout de votre parcours professionnel. Ok, merci encore Madina. J'ai fait l'école primaire à Diamaguène, au niveau du camp JMI, école Amari Diop. Donc je suis thiessois et j'allais dire un pur produit de l'éducation thiessoise, comme à l'image du président. Donc j'ai fait mon cursus, tout mon cursus au niveau de Thiès. Après l'école primaire, j'ai fait le CM Diamaguène, qui est toujours à Diamaguène, près du quartier Sampaté. Après l'obtention de mon diplôme de BFM, j'ai été orienté au lycée Malick Sy de Thiès, dans les séries littéraires. Et après l'obtention de mon bac, j'ai été orienté à la fac médecine. Et auparavant, j'avais fait le concours de l'ENSA et aussi de l'école polytechnique. Et Dieu a fait que j'ai réussi au concours de l'ENSA. Donc ce qui a fait que j'ai rejoint l'ENSA, malgré que je m'étais déjà inscrit à la fac médecine. Maintenant, après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'ai été dans pas mal de structures. Mais en résumé, je peux dire que j'ai passé le plus de mon expérience à l'ONG Tostan International, où j'ai passé presque 8 ans de mon temps. Ensuite, j'ai été auparavant, avant d'aller à Tostan, j'ai fait plan international.
où j'ai fait 2 ans et demi. Donc après Plan, j'ai fait Tostan. Après Tostan, j'ai été à Shelter for Life, qui est dans un projet sur l'Anacard, un projet sous-régional qui intervenait au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. C'est après que j'ai quitté Shelter for Life que j'ai rejoint le projet de développement de la chaîne de valeur depuis 2020, donc dont l'UGP est logé au niveau du ministère à Diamniadio, et on est partout au Sénégal dans toutes les zones de production risicole. Alors, un parcours très riche, comme nous l'avons attendu, et je pense que nous pouvons dire sans risque de nous tromper que vous êtes une efficace. Et voilà, on retrouve encore certains éléments. C'est comme un pattern en fait. On voit que beaucoup de jeunes ont été orientés en fac médecine. Il faut vraiment analyser ces faits-là. Alors, vous avez fait l'ENSA, évidemment, vous êtes venu ici en tant qu'enseignant. Que pouvez-vous nous dire en fait sur le climat social et pédagogique de l'ENSA à votre époque? Bon, comme j'ai dit, moi j'ai été à l'ENSA entre 2003 et 2007, pour ne pas dire février 2008. Donc j'ai soutenu mon mémoire en février 2008. Et vraiment, quand je me souviens, c'était vraiment extraordinaire. Donc au niveau du campus social, tant entre étudiants qu'entre étudiants et professeurs, le climat était vraiment agréable, bon à vivre. Donc tous les étudiants se connaissaient, hein, vraiment. Donc on était comme des frères et sœurs. Et jusqu'à présent, dans le monde professionnel, quand on aperçoit un ancien ou un cadet, c'est vraiment une fierté. C'est comme un frère qu'on rencontre ou une sœur. Donc vraiment, c'était un climat convivial. Et j'allais dire vraiment une famille, quoi. C'était comme une famille. À l'époque aussi, je me rappelle, on n'était pas nombreux. Donc de la première à la 5e année, je pense qu'on faisait une centaine ou peut-être même moins. Donc voilà, et les promotions étaient confondues. Je me rappelle, la 21e promo était presque jumelle à la 22e, de même la 22e était jumelle à la 23e. On nous confondait même. Donc pour dire que c'était vraiment une famille. Et puis voilà quoi. Alors, comme vous l'avez dit, l'ENSA c'est une famille et vous pouvez vous rassurer que c'est toujours le cas, bien vrai que le nombre est beaucoup plus élevé, mais c'est juste que la famille s'élargit encore plus on est nombreux, plus on est fou. Mais nous allons également savoir comment était en fait le climat pédagogique, côté études, côté pédagogique. Voilà, côté pédagogique aussi, tout se passait bien, avec des professeurs vraiment très compétents. Donc je me rappelle certains comme Amadou Mahoura Diop, Feu Kébé, qui nous donnait le cours de gestion de projet. Vraiment Salou Ndiaye, docteur Salou Ndiaye, qui nous donnait le cours d'entomologie, entre autres cours. La botanique aussi avec Diallo, Diagne, Pédo. Donc vraiment d'excellents professeurs qui nous ont marqués. Donc et parmi tant d'autres, hein, donc je ne peux pas les citer tous. Mais autant qu'ils étaient, ils nous avaient vraiment marqué de par leurs compétences, leur ouverture et aussi vraiment l'holisticité de l'ensemble des cours que nous avons eu à assimiler au niveau de l'ENSA. C'est là où se trouve le charme vraiment de l'école, qui est vraiment une école d'excellence. Une fois qu'on fait la formation au niveau de l'ENSA, on peut vraiment servir partout et dans tous les domaines. Je pense que nous, actuels élèves ingénieurs, on peut s'estimer chanceux, hein, parce que ces professeurs que vous avez cités, pour la plupart, sont toujours là, les Diagne Péto, les Diallo-Bota, ils sont toujours là et ils continuent en fait à nous gratifier de leur connaissance. Donc je pense que nous sommes très chanceux et j'espère qu'ils vont continuer à nous partager leurs connaissances et expériences pendant très longtemps. Et parlons de cela. Bon, quitte un peu l'ENSA, on va dans votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière professionnelle? Ça peut être un fait ou la structure, ou voilà. Quel événement en fait vous a plus marqué dans votre carrière professionnelle? Ok, merci. Là, c'est une question importante et complexe. Peut-être je vais l'aborder dans le sens, comme je l'ai dit, de la complexité de la formation au niveau de l'ENSA. Donc, comme vous l'avez constaté dans le parcours, je l'ai abordé brièvement, mais je vais un peu m'appesantir là-dessus. J'ai fait 2 principales ONG, Plan International et Tostan International, qui ne sont pas connus dans le domaine du développement agricole. Pour vous dire que grâce à la formation à l'ENSA, j'ai pu vraiment servir ces 2 ONG-là qui étaient dans la promotion des droits humains, la promotion des droits de l'enfant. Vous voyez,
souvent on me taquinait, on me disait, toi là, qu'est-ce que tu fais au niveau de ces ONG-là en tant qu'agronome? Je leur ai dit que nous, on a été formés pour participer au développement agricole. Pour rappel, l'école s'appelait Institut national de développement rural. Donc tout ce qui tourne autour du développement en monde rural, que ce soit l'agronomie ou la sociologie, etc. Donc on est suffisamment formés pour pouvoir vraiment servir dans ces domaines-là et en sortir avec brio. Donc c'est ça. Il y a aussi, j'allais dire, au niveau du ministère actuellement, où je sers dans un projet, comme je l'ai dit, de développement dans la chaîne de valeur riz. Donc il y a vraiment pas mal de défis auxquels on est confronté pour un peu atteindre l'autosuffisance en riz, comme vous le savez. Donc en tout cas, autant de faits que nous avons vécu, divers faits et qui font que il sera un peu difficile de pointer du doigt vraiment un fait spécifique. Mais je le répète, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la polyvalence des sortants de l'ENSA. Et la preuve, on est présent un peu partout, hein, dans tous les domaines, Donc encore une fois, ce qui prouve la qualité de la formation au niveau de l'ENSA. Actuellement, je suis spécialiste en suivi-évaluation. Pratiquement depuis ma sortie de l'ENSA, j'exerce dans ce domaine-là. J'ai aussi fait un Master 2, j'ai oublié de le signaler, au niveau de l'ISM de Thiès, toujours à Thiès. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris vraiment au niveau de Thiès. Voilà. À entendre vos propos, en fait, nous pouvons encore une fois comprendre et mieux en fait, appréhender l'importance de cette émission. Parce que vous me rappelez en fait comment cette formation est excellente en fait sur plusieurs points et comment elle est versatile. Parce que tu sors en tant qu'ingénieur agronome, mais tu peux t'insérer partout, tu peux travailler partout. Du moment que tu as les compétences personnelles nécessaires, tu peux aller partout. Alors, toujours dans le milieu professionnel, je ne sais pas à votre époque, mais actuellement, certains ingénieurs se plaignent qu'il y a des difficultés en fait à s'insérer dans le milieu professionnel. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Où se trouve le problème? Ok, donc comme tu l'as dit, hein, je pense que le problème a existé depuis notre temps, hein, et même bien avant. Donc il y a toujours un problème d'insertion dans le monde du travail, au Sénégal particulièrement. Peut-être actuellement, en tout cas présentement, à mon avis, ce qui peut l'expliquer, c'est un peu le pléthore de sortants de l'ENSA et même dans d'autres domaines. Il y a aussi des agronomes qui sont formés ailleurs dans les universités et autres facultés. Donc peut-être il se peut que l'offre soit inférieure à la demande en fait. Ça peut être une explication de ce fait. L'autre aspect aussi peut être lié au fait que donc c'est pas peut-être un aspect qui peut expliquer ça, mais juste une solution par rapport à cet état de fait. Donc c'est-à-dire inviter les étudiants à entreprendre. Je pense qu'ils sont déjà pour la plupart dans cette voie-là. Ne pas dépendre tout le temps de l'offre, voilà, vous voyez, de l'offre en formation, en tout cas en travail qui existe dans le monde professionnel. Parce que c'est toujours le cas, comme je l'ai dit, moi personnellement, comme j'ai dit, j'ai soutenu en février 2008. Si mes souvenirs sont bons, j'ai chômé entre guillemets pendant un an. Hein. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'entre-temps, j'ai eu à faire pas mal de stages un peu partout, un mois et autres, dans des conditions vraiment qui ne me plaisaient pas, mais je n'avais pas le choix. Et en tout cas, j'invite en tout cas les cadets du moment à ne pas, comment dirais-je, se dire que par exemple, telle offre ne me convient pas. Donc cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, il faut être très ambitieux, mais pour pouvoir en tout cas attaquer le monde professionnel, le monde du travail avec la conjoncture actuelle, il faudra vraiment, surtout juste quand vous venez de sortir, on est toujours dans l'apprentissage. Donc accepter peut-être des propositions et une fois que vous occupez cette position-là, c'est vous qui allez vous vendre vous-même à travers les compétences que vous avez. Et puis voilà quoi, vous pouvez arriver à vous insérer de manière durable. Alors nous entendons des conseils qui reviennent souvent et ça prouve encore une fois sa véracité et son actualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas également être entre guillemets orgueilleux. C'est-à-dire oui, on est ingénieur agronome, voilà, mais au début il faut accepter de faire des boulots qui ne sont pas vraiment à notre niveau, si je peux dire. Parce que voilà, comme vous l'avez dit, vous avez eu à faire des stages qui ne vous plaisaient pas, mais vous l'avez fait aujourd'hui, ça paye. Donc en fait,
il y a quelque chose que j'ai remarqué par rapport à votre cursus. Que vous avez fait la majorité, sinon tout votre cursus, non seulement à Thiès, mais on va dire au Sénégal. Donc vous êtes un pur produit sénégalais, on va dire. C'est ce que vous avez fait. Et je pense que c'est un exemple pour les jeunes que nous n'avons pas besoin de sortir du pays pour avoir les connaissances. C'est très bien si on a les moyens de le faire parce que c'est toujours bien de découvrir le monde, mais on peut le faire ici et réussir. Donc je pense que c'est vraiment un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Parlons des jeunes également. Est-ce que vous avez des conseils particuliers, pas seulement aux élèves ingénieurs, mais aux jeunes de manière générale? Conseils que vous jugez importants? Bon, le premier conseil que je peux donner à la jeunesse, particulièrement au cadre de l'ENSA, c'est d'abord l'humilité. Et surtout la courtoisie, la politesse. Donc, la tendance actuelle de la jeunesse sénégalaise, vraiment, ne donne pas bonne impression de manière générale. Bon, même s'il y a des exceptions, donc à l'ENSA, vraiment, les gens peuvent être cités en exemple. Mais n'empêche, il y a parfois des réactions épidermiques, des réactions spontanées de certains jeunes de l'ENSA. Ça se comprend, hein, ça se comprend vraiment. Mais juste les inviter à plus de patience, donc par rapport à la recherche de travail. Donc, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, comme je l'ai dit tantôt, être patient, s'armer de compétences et de connaissances. Et savoir que tôt ou tard, vous allez décrocher un bon job, quoi. Ça, c'est certain. Donc, tout sortant de l'ENSA, soit s'il arrive à s'insérer dans le monde du travail, privé ou public, en tout cas entreprendre, parce qu'il dispose de suffisamment de connaissances pour pouvoir s'en sortir lui-même. Bien entendu, avec l'appui des anciens, ou en tout cas même, entre camarades de promo, on peut s'appuyer. Donc je me rappelle, mon ami Pape Demba Diaw que je vais citer, a été très tôt entrepreneur. Pendant que moi, je n'avais pas un job très stable, je me rappelle bien, il avait arrivé à décrocher une consultance, un harmat comme on dit, quoi. Et il m'a appelé, je l'ai appuyé dans la collecte de données et autres. Vous voyez. Donc j'invite vraiment les élèves à faire de même. Quand un camarade ou en tout cas un ancien arrive à s'insérer quelque part, à tirer un peu ses camarades de promo, ses cadets ou autres, quoi. Voilà. Alors voilà les valeurs fondamentales qui reviennent, et je pense que c'est des valeurs qui s'appliquent pas seulement aux élèves ingénieurs, à tous les jeunes et à tout être humain. La patience, l'humilité, la politesse, je pense que ce sont des valeurs que tout être humain doit posséder. Vous avez également beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Je pense qu'actuellement les élèves ingénieurs sont en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens, parce que la plupart, comme on voit même actuellement à l'école, il y a des entrepreneurs maintenant, c'est des boss, c'est des chefs d'entreprise. C'est excellent. Est-ce que moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Je peux, hein? Ouais. Alors, après avoir quitté les jeunes de manière générale, on va encore descendre un peu. Des conseils pour les lycéens, voilà, qui ne savent pas vraiment où s'orienter, que faire plus tard, pas seulement par rapport à l'ENSA aussi, mais de manière générale également pour les lycéens. Bon, je pense que les filières scientifiques, c'est incontournable, en tout cas de nos jours, depuis longtemps d'ailleurs. Donc je les invite à massivement s'orienter vers les filières scientifiques d'abord. Ça, c'est le préalable en tout cas, pour pouvoir prétendre évoluer, que ce soit à l'ENSA, à l'école polytechnique ou ailleurs. Donc ça, c'est le conseil que je leur donne. Aussi, toujours les mêmes conseils que j'ai donnés, hein, de manière générale, toujours l'humilité, aussi la bravoure, la compétence, la recherche continue de la connaissance, parce qu'on est toujours en apprentissage, donc, dans ce monde-là. Donc s'armer de cela et puis voilà quoi, de faire les concours, donc l'agronomie pourquoi pas. Donc je pense que le développement de notre pays ne peut se faire sans passer par l'agriculture. Donc je les invite vraiment à épouser cette filière-là, à essayer vraiment d'apporter leur contribution dans ce que nous, en tout cas, nous sommes en train de faire dans le monde rural. Alors, je pense que c'est clair, juste s'engager beaucoup plus dans les filières scientifiques et surtout faire beaucoup plus de concours. Ce qu'on a remarqué dans ces dernières années, le taux en fait, d'orientation des élèves vers les filières scientifiques est de plus en plus bas, et c'est regrettable parce que nous sommes vraiment en phase de développement et nous avons besoin vraiment de la science. Alors, avant de terminer, est-ce que vous pouvez me raconter une ou deux anecdotes drôles pendant
votre séjour à l'INSA? Oh, il y en a tellement, les anecdotes, il y en a tellement. Certaines anecdotes que je n'ose pas étaler ici sur le plateau. Bon, en tout cas, il y a le bizutage qui m'a marqué. Donc, je ne sais pas si ça se pratique toujours au niveau de l'ENSA. Je me rappelle quand je venais juste d'arriver, mon ami Ahmed Aïdara Mbeng de la 21e promo, donc m'avait rasé la moitié de la moustache, et aussi le crâne aussi rasé, un côté ou un autre laissé comme ça. Et en ce moment-là, la boutique ne fonctionnait pas. Donc on m'avait demandé d'aller à Paykouk. En ce moment-là, il n'y avait pas les constructions là et autres, c'était la brousse, hein, disons. On m'a dit va à Paykouk et achète-nous du thé. Donc je ne connaissais pas la route tellement, donc j'avais réussi à acheter le thé, mais au retour je m'étais perdu. Je m'étais perdu en pleine brousse à Paykouk et là vraiment j'ai eu peur. Et j'ai vraiment resté toutes les sourates que je connaissais du Coran. Moi j'avais peur, mais les gens qui me voyaient aussi avaient peur, avec mon accoutrement, la coiffure et tout ça. Et ça m'a vraiment marqué. L'autre chose aussi, avec les noms agronomiques, non scientifiques, je ne sais pas toujours si ça se pratique. On donnait des noms comme Sindar, Betu, etc. Je me rappelle, il y avait 2 camarades de promo, je ne vais pas citer leur nom, mais ils vont se reconnaître. L'un s'appelait Mbamkou, l'autre s'appelait Mbamsouf. Donc on était dans une salle, Moustapha Lo de la 21e promo, donc qui aimait bien la 22e promo et qui se considérait même comme membre de la 22e. En pleine discussion, il dit Mbam, viens ici. Peut-être qu'il faisait allusion à Mbamsouf, mais mon autre ami à Mbamkouk, mais Mbamsouf s'est levé. Il a dit toi là, dans mes photos, je ne parle pas de toi. Il dit non, man maï sauf quoi. Et ça nous a vraiment fait rire parce que lui, mon ami là, à chaque fois qu'il parle, il dit quoi, c'est son tic quoi, man maï sauf quoi. Et jusqu'à présent, on le taquine en l'appelant sauf quoi. L'autre chose était l'eau dont je parle. Il était tellement élancé, je ne sais pas si vous le connaissez. Moustapha Lo, il est actuellement aussi un grand expert en surveillation au niveau des agropoles. Donc lui, il était tellement élancé. Au moment du bizutage, quand on l'accompagnait, il disait boy, fais tout pour que je ne sois pas plus élancé que toi. Donc en marchant, on était obligé de sursauter, etc. Donc c'est des choses vraiment qui nous ont marqué. Et vraiment, je fais un clin d'œil à la 21e promo, de même qu'à la 23e. Qui étaient vraiment des promoteurs à la nôtre, donc qui étaient des amis et jusqu'à présent avec qui on entretient de très bonnes relations, de même qu'avec en tout cas toutes les promos précédentes et suivantes aussi. Donc comme j'ai dit, il y a pas mal d'autres anecdotes, donc avec votre permission, je ne vais pas en parler. En effet, je ne sais pas si je peux commenter là-dessus, mais je pense que nous tous nous pouvons nous identifier là-dessus et je pense qu'on a en tête une anecdote allant dans ce sens. Juste avant de terminer, revenons juste sur en fait la versatilité de la formation, excusez-moi, parce que vous êtes un exemple, vous êtes sorti en tant qu'agroéconomiste, mais le projet dans lequel vous aviez travaillé ne portait pas forcément dans le domaine agricole. Je tiens juste à dire que ça ne fait pas moins de vous ou de quiconque un ingénieur agronome. Parce que voilà, ingénieur, on est avant agronome, on est ingénieur. Donc il faut être versatile, il faut être polyvalent. Donc c'est un plus, c'est une force. Et il y a aussi beaucoup d'ingénieurs agronomes qui sortent ici en PA et qui vont travailler en PV, en GR qui vont travailler en économie. Et je pense que c'est ça la force de l'ENSA. Et nous pouvons être vraiment fiers de ça. Et je pense que voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons aimé que ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'est toujours un plaisir de parler avec nos anciens. Alors quel est votre mot de la fin? Voilà, donc ce sera des mots de remerciement, comme à l'entame de mes propos. Aussi vous dire que c'est une fierté en tout cas d'être en face de Madina Tall ou en tout cas d'autres élèves. Donc je ne vais pas citer de nom, mais sachez que personnellement je suis très fier en tout cas de mes cadets, particulièrement de ceux qui sont actuellement à l'école, à travers les initiatives que nous voyons. Donc on est conscient de cela et on vous encourage, on vous supporte à travers cela. Et on reste toujours disponible en tout cas à vous appuyer, à vous accompagner. Donc vraiment fier, très fier en tout cas si je vous vois à travers le niveau que vous avez, les initiatives telles que ENSA Info entre autres, vraiment qui permettent aux autres
d'être au courant du parcours, en tout cas de leur père. C'est quelque chose de très important à souligner. Donc je vous encourage et j'encourage aussi les étudiants de la 5e année et aussi ceux qui viennent de sortir, qui sont dans le marché du travail. Je vais répéter le mot patience, être patient et entreprenant. Et Inch'Allah, le bon Dieu va vous mettre sur le droit chemin. Alors, merci beaucoup à vous, M. Gueye, pour la reconnaissance, la présence surtout, la disponibilité, parce que vous avez été très disponible. Et voilà, c'est une fierté pour nous également d'être vos cadets. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs. C'était Madina Tall, l'évangile en 2e année de formation. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de Parcours d'abonnés. Jusque-là, portez-vous bien et voilà, soyez heureux.